Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, un mort dans l'effondrement d'un immeuble dans la banlieue de Dakar. La victime est une dame de 64 ans. Le cri de détresse des commerçants du marché Ndoumbe Diop de Diourbel. Le marché est frappé par des inondations terribles. À suivre le désarroi des marchands. Dans l'actualité également, la disparition de la cinéaste Laurence Gavron. Laurence est partie, le Sénégal au cœur, son portrait dans cette édition. Et puis ce 14 septembre, le Sénégal se rappelle au bon souvenir de Dabar, l'illustre, l'inoubliable khalife général des Tijanes. Le religieux a rejoint l'au-delà le 14 septembre 1997, il y a 26 ans de cela. Une dame a trouvé la mort dans l'effondrement d'une maison à Golfe Océan, c'est dans la banlieue de Dakar. La victime de 64 ans était dans sa chambre au moment des faits. Elle a été inhumée cet après-midi. Habib Faye. C'est ici, à la cité douane, plus précisément dans cette maison que Kourakan, âgé de 60 ans, a perdu la vie. La dalle de la chambre où elle dormait s'est effondrée sur elle la nuit dernière. Malgré l'intervention des secouristes, la vieille dame a succombé à ses blessures. À 18h, l'imam Sall m'a appelé pour me dire « Viens, toi, on ne peut pas attendre ». C'est en cours de route qu'il m'a dit que la maison de notre collègue Ali Djigel s'est effondrée. Quand on est venu, j'ai constaté les dégâts. J'ai aussi appelé le commissaire de Golfe et les sapeurs-pompiers. Alors ils sont tous venus, le commissaire est venu avec son adjoint et une autre équipe. Et les sapeurs-pompiers aussi sont venus. Dans un premier temps, il y a une équipe qui est venue. Mais compte tenu de l'ampleur des dégâts, ils ne pouvaient pas, il y avait une équipe technique qui devait venir. Ils ont appelé l'équipe technique qui est venue. Alors ils sont restés là jusqu'à 22h et quelques. C'est en ce moment qu'ils ont pu sortir le corps sans vie de notre chère épouse Kourakan. Pourtant, elle avait prévu de déménager dès son retour de Touba. C'est celle-ci, parce qu'il devait déménager. Lui, elle était partie à Touba, à son retour de Touba qu'elle devait déménager. Malheureusement, ça s'est arrivé comme ça. Quand on est arrivé, on nous a fait savoir qu'elle était avec son fils, qui dormait. À un moment, il a réveillé le fils pour lui dire va prier. À cette heure, on ne dort pas. Le fils s'est levé c'est en sortant que la dalle est tombée. Dans cette cité, l'état de délabrement très avancé de certaines maisons inquiète les autorités. Le délégué du quartier a même lancé une alerte. Parce qu'il y avait 4 maisons qui étaient comme ça. J'avais écrit une lettre à Madame le maire qui a transmis la lettre au sous-préfet. Ce dernier l'a transmis au préfet. Ils sont venus me voir pour constater. Mais comme que c'est une maison habitée, et le propriétaire ne m'a pas dit que c'est une maison à démolir, je ne peux pas aussi aller leur dire que cette maison-là était à démolir. N'est-ce pas? Mais quand le préfet est venu, le lendemain, le surlendemain, il y a une équipe qui est venue parce qu'ils ont sommé au propriétaire de démolir la maison. C'était la maison juste là. Ils ont démoli la maison. Mais les 3 autres maisons sont toujours là. Elles ne sont pas encore démolies. loo xam ne lii dalay lor bu jël sa loxo di ko ci dugal bul dem envers ci loo xam ci dalay lor. On ne joue pas avec le feu et je conseille à tous ceux qui sont dans des maisons en état de délabrement très avancé de quitter les lieux avant qu'il ne se produise un malheur. Ils ont l'obligation de quitter les lieux, de déménager. S'ils peuvent réfectionner la maison, c'est mieux. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à vendre le domicile. C'est mieux et ça sécurise la famille. En tant que croyants, nous acceptons la volonté divine, mais mieux vaut prévenir que guérir. Le malheur s'abat sur la famille Djigal de la cité douane de Golfe Océan. Leur mère est partie à jamais, laissant derrière elle des enfants qui soignent toujours leurs blessures.
Drame survenu donc la nuit dernière. La victime, une dame âgée de 60 ans. Autre sinistre à Diourbel, les inondations terribles au marché Ndoumbe Diop. Les eaux de pluie ont envahi le lieu de commerce. Les marchands appellent au secours. Voyons tout cela avec Babacar Diouf. Ça fait plus de 2 mois actuellement qu'on est sous les eaux. Ces commerçants établis au marché Ndoumbe Diop de Diourbel ne savent plus où donner de la tête. Leurs cantines sont envahies par les eaux de pluie. Au même moment, le maire de ville déclare forfait face à l'ampleur du mal. Et l'autorité locale actuellement n'a plus les moyens, on dise la vérité. Le maire était là devant tout le monde. Il a dit qu'il n'a pas les moyens pour faire évacuer l'eau. La presque-totalité des boutiques sont fermées. Certaines marchandises commencent à se détériorer. On est en train de recenser, mais on peut dire sans se tromper qu'il y a plus de 500 cantines qui sont sous les eaux. Parce que nous sommes fatigués. Il y a des pères de famille qui sont ici. Ça fait des mois qu'ils sont fermés leurs boutiques. Le plus grave, l'eau est entrée dans certains magasins. Il y a beaucoup de dégâts matériels. L'État du Sénégal est aujourd'hui la seule source de solution aux yeux de ses commerçants, d'où l'appel à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. Actuellement, nous faisons un appel au chef de l'État, au Premier ministre M. Amadouba, de nous venir en aide. Comme dans ce marché Ndoumbe Diop, dans les autres quartiers de la ville de Diourbel, la situation est la même partout. Les eaux de pluie dictent leur loi. Merci Babacar. Pour une meilleure amélioration des moyens de subsistance communautaire dans le cadre du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, les populations des communes de Ndiago, Gandiol et Saint-Louis étaient en conclave à Saint-Louis du Sénégal. L'entreprise qui exploite cette ressource entre le Sénégal et la Mauritanie a rencontré les différentes communautés du projet. Le point avec Ousseynou Diop. Le champ gazier du Grand Tortue Ahmeyim, situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, avance à grands pas. Actuellement, le taux d'exécution du projet a atteint plus de 80%. Aujourd'hui, nous avons un taux d'achèvement de plus de 89% sur ce projet. Mais notre engagement ne se traduit pas uniquement en chiffres. Il est également de notre volonté de s'assurer que nous ayons un impact significatif. Aujourd'hui, les différents acteurs attendent l'exploitation du gaz entre les deux frontières. Les premiers mètres cubes sont attendus au début de l'année 2024. Ça prend du temps, mais vous savez, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, on peut dire que les premiers mètres cubes vont sortir durant le mois de janvier 2024. Le but est de tout faire pour que les communautés soient beaucoup plus renforcées. Elles doivent savoir comment fonctionnent les projets d'investissement sociaux et comment elles doivent les mettre en évidence. Cette rencontre a été organisée pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations des communes de Ndiago, Saint-Louis et Gandiol dans le domaine de l'éducation, le développement des entreprises, l'environnement et la santé. Ça nécessite un processus de gouvernance solide, une transparence accrue, et c'est ce que nous débutons ici ce mois de septembre avec votre collaboration. Donc le processus a pour vocation d'autonomiser et de faire converger les efforts du projet GTA avec les besoins des communautés vivant et travaillant à proximité. Les différents acteurs venus du Sénégal et de la Mauritanie ont présenté des stratégies à suivre pour l'amélioration des moyens de subsistance des 3 communes ciblées. Processus de paix en Casamance, les acteurs qui travaillent sur des volets de déminage, appui socio-économique des personnes retournées et construction des infrastructures sociales de base harmonisent leurs interventions à travers un plan d'action détaillé de l'expression chiffrée des besoins. Le cadre mis en place vient corriger la dispersion des interventions, source de confusion sur le terrain. Explication, Lamine Ba. La dispersion des énergies dans le financement des activités en faveur des populations retournées ne milite pas en faveur des résultats immédiats. Les acteurs qui disent en être conscients ont décidé de changer de fusil d'épaule en adoptant une stratégie plus harmonisée. À un certain moment, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'interventions sur le terrain, mais il y avait une nécessité de coordonner toutes ces interventions pour en assurer leur efficacité au grand bénéfice des populations. Le cadre a élaboré un plan d'action chiffré pour la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des activités prioritaires retenues par les acteurs. Surtout dans le domaine du déminage, dans le domaine de la paix
de la cohésion sociale, dans le domaine des activités génératrices de revenus, dans le domaine de la réalisation d'infrastructures sociales de base. Et tout cela, nous avons conclu qu'il faudra encore davantage inciter les partenaires à investir dans ces domaines-là, mais également inviter les collectivités territoriales à s'approprier cette démarche et à apporter leur contribution dans la mise en œuvre de ces plans d'action qu'on a élaborés aujourd'hui. C'est l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance qui va se charger d'assurer le secrétariat du cadre. Son directeur général ne doute pas de l'utilité de l'instrument. Et nous osons dire qu'avec ce cadre, véritablement, nous avons franchi un pas extrêmement important dans le cadre de l'harmonisation des interventions, puisque comme vous le savez, la Casamance regorge de beaucoup d'intervenants et à un moment donné, il y avait un flou et il n'y avait pas de visibilité sur les actions et donc ce qui impactait sur l'efficience et l'efficacité de ces actions en faveur des populations. Depuis quelque temps, les acteurs connus dans le processus de paix, le plus souvent avec des approches solitaires, semblent prendre conscience de la nécessité d'une synergie des actions pour des résultats plus efficients dans la recherche de la paix en Casamance. Merci Lamine. Dans l'actualité également, la disparition de la cinéaste Laurence Gavron, cette femme de lettres très attachée au Sénégal, à ses arts, son histoire et à sa culture. Il a réalisé d'ailleurs des films documentaires, écrit des romans et effectué des travaux photographiques. Laurence est partie la nuit dernière. Elle est décédée à Paris, le Sénégal, au cœur. Son portrait, Daniel Diouf. Très jeune, Laurence Gavron s'enthousiasme pour le cinéma, inscrite à l'université Paris 3 où elle décroche une maîtrise en lettres modernes option cinéma. Elle est l'auteur de plusieurs réalisations de courts-métrages, de fiction et de documentaires. Laurence Gavron débute sa carrière comme journaliste et critique de cinéma en publiant des articles, des critiques de films pour différents journaux et revues, dont Positif, Cahiers du cinéma, Libération et Le Monde. C'est en 2002 qu'elle décide de s'installer au Sénégal où elle a eu à réaliser plusieurs films documentaires, de nombreux films sur la culture traditionnelle sénégalaise, sur des griots, des musiciens. Elle a même écrit dans des journaux locaux et fait plusieurs expositions photos. Laurence Gavron a débuté la réalisation de films documentaires en 1980. Au cinéma, la plupart de ces documentaires ont été réalisés au Sénégal. Des documentaires dans lesquels elle dresse le portrait d'artistes, entre autres. Ninki Nanka, le prince de Koloban, Djibril Diop Mambéty, le maître de la parole, El Hadj Ndiaga Mbaye, la mémoire du Sénégal, Samba Diabaré Samb, le gardien du temple, Yandé Codou Sène, Diva Serer. Au cœur de ces 4 romans, le Sénégal et des aspects de la vie des Sénégalais. Elle a notamment écrit Marabout de Ficelle, Les Polars Boy Dakar, Hivernage et Fouta Street. Laurence Gavron effectue aussi une plongée dans la vie des communautés, réalisant Narbi, loin du Liban, sur les Libanais au Sénégal, Saoudade à Dakar, sur les Cap-Verdiens établis à Dakar, Asiko, si loin du Vietnam, entre autres. Laurence Gavron était aussi photographe. Elle a réalisé une série sur la culture du sel à Palmarin, les peuls dans le Djolof et le Ferlo, le travail du coton au Sénégal oriental. La Française la plus sénégalaise du monde de la culture dans notre pays a acquis la nationalité sénégalaise en 2008. 26 ans que nous a quitté Dabar, l'illustre, l'inoubliable khalife général des Tijanes, artisan et chantre de la paix et la cohésion nationale. Le Sénégal se rappelle à son bon souvenir. Fatou Bintou Conté. 14 septembre 1997, 14 septembre 2023, 26 ans déjà que le vénéré khalife général des Tidjanes nous a quittés. Dans un livre sous forme de viatique, Serigne Abdoul Aziz Sy, de par ses enseignements, revient sur le rôle d'un État. Pour diriger ce pays, il faut effectivement collaborer avec les personnes d'âge avancé, expérimentées, les personnes pleines de sagesse.
qui croient en Dieu. L'ancien calife de Maodo est une encyclopédie du savoir. Le guide religieux dans ce livre recommande de mettre en avant l'intérêt général dans un pays pour un chef. L'organisation sociale de la représentation à l'Assemblée nationale, laisser les peuples choisir sans ingérence leurs représentants, mais ensuite sur la collaboration entre le gouvernement et les députés pour la satisfaction des besoins des citoyens. Et à partir de ce moment, Seigneur vous dit, nous serons un pays de bonheur. Son surnom d'Abar, le généreux en Wolof, a toujours joué un rôle de régulateur social très important. D'abord, pour résumer, sa vie et son œuvre sont intemporelles. Il a vécu 93 ans, 40 ans de khilafa, mais il n'y a jamais eu de dissonance entre ses intentions, ses propos et ses actes, toujours constants, parce qu'aligné au Coran et à la Sunna. Si on peut revisiter... Il fut le troisième calife de la confrérie musulmane Soufi Tidjane du Sénégal de 1957 à 1997, 40 ans de khalifa. yaakaar naa ne lii suñu ko doxalee ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel. Merci Fatou Bintou. Conté, séisme au Maroc, près de 3000 morts. La famille omarienne compatit à la douleur du peuple marocain. Une délégation conduite par le khalife s'est rendue à la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Dakar. Nous écoutons le porte-parole de la famille. Thierno Madène est venu avec sa forte délégation pour partager la douleur qui vient de frapper le Maroc. Cette douleur est ressentie par le Sénégal, qui est un pays frère, j'allais même dire pays jumeau du Maroc, parce que les liens entre le Maroc et le Sénégal sont très connus. C'est des liens multidimensionnels qui embrassent tous les secteurs. Thierno Madène est venu partager cette douleur pour présenter ses condoléances à Sa Majesté le roi Mohamed VI, au peuple frère du Maroc, emportant avec lui ce sentiment partagé par l'ensemble des Sénégalais. Les Sénégalais du Sénégal et des Sénégalais de la diaspora. Notre génération a hérité de cette relation spéciale. Il nous appartient de la préserver, de l'entretenir, et je suis convaincu que ce geste, autant qu'il reflète cette relation, il rappelle justement l'attachement des deux côtés à cette relation spéciale. Encore une fois, merci infiniment. Et à travers vous, je remercie tous les frères de la Tariqa Omariya, là où ils sont, à travers toute l'Afrique et à travers le monde entier, parce que c'est une famille, masha'Allah, dont les fils et filles sont éparpillés dans le monde entier. Éducation, épargner l'école des tensions politiques, c'est la mise à garde, le cri du cœur de la COSIDEP. L'école doit être épargnée des turbulences. La coalition lance cette alerte en vue de la présidentielle de 2024. Voici Cherbo. Ce qui est ressorti, évidemment, c'est que nous allons vers une année électorale, une année d'élection. Et nous sommes conscients que le premier trimestre de l'année scolaire, qui commence en octobre, novembre, décembre, c'est une année, c'est un trimestre où on peut vivre des turbulences liées à les exercices de parrainage, de candidature. Le deuxième trimestre, janvier, février, mars, c'est le trimestre de l'élection. Ça aussi, l'histoire a montré cette relation malheureuse qui a toujours existé entre les joutes électorales et le fonctionnement normal de nos écoles. Le troisième trimestre post-élection, ça veut dire avril, mai, juin, c'est aussi des moments qui pourraient avoir de petites turbulences. Nous voudrions que notre école puisse être épargnée des jeux d'acteurs, que les militants de tous bords puissent se lever pour protéger l'école des jeux d'acteurs, que des militants se lèvent pour veiller à ce que nos enfants ne soient pas utilisés autrement, parce que si vous allez dans le lycée, plus de 2/3 des élèves du lycée sont aujourd'hui devenus des électeurs, depuis qu'on a quitté l'âge de 21 ans à 18 ans. Donc de ce point de vue, ils deviennent acteurs et cibles, et par conséquent, nous devons travailler à ce qu'il y ait une citoyenneté responsable des élèves qui puissent être prêts à aller jouer leur rôle
de citoyens, mais ensuite qu'ils puissent être épargnés de tout jeteur. Donc voilà ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, c'est aussi que durant ces joutes électorales, nous pensons que ça doit être une opportunité pour pousser justement les candidats à décliner leur vision pour l'éducation. Nous les écoutons, nous sommes en train de les suivre dans la presse. Les parlementaires de la CEDEAO saluent la décision de l'État du Sénégal de leur octroyer un espace pour la construction d'un siège qui va abriter le GIABA et le centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Une mission de parlementaires est à Dakar. Ses membres estiment qu'il faut plus de moyens pour permettre à ces institutions du Parlement d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Écoutons Edwin Snowin avec Alassane Ba. Nous allons mettre l'accent sur la situation en termes de locaux, la situation du personnel. Le Sénégal est d'accord pour donner de nouveaux locaux au centre GIABA. Nous allons travailler ensemble avec le GIABA et le centre. Nous demandons également la permission de la CEDEAO pour faciliter le recrutement de personnel supplémentaire pour étoffer le personnel de ces deux institutions, à savoir GIABA et CCDG, parce que pendant de nombreuses années, des personnes sont là et travaillent dans les mêmes conditions. Donc, ce sont des choses qui nous préoccupent et nous pensons que le personnel doit être bien traité. Et puis en mode sport, et l'on reparle du match Sénégal-Algérie, rencontre qui s'est soldée, vous le savez, par une défaite pour la Tanière contre les Fennecs. Premier revers des Lions au stade Abdoulaye Wade face à l'Algérie. Le Sénégal cale encore. Pourquoi? Explication Mamadou Ndiaye. Face à l'Algérie, le Sénégal n'y arrive plus depuis 15 ans. Les Lions ne gagnent pas devant les Fennecs, leur bête noire. 4 défaites concédées, 2 en match officiel, 2 en amical. La dernière, 1-0 à domicile. On est très déçus. C'est vrai qu'on aurait aimé gagner ce match-là, encore une fois contre l'Algérie. J'espère qu'on va y arriver un jour, mais voilà, on ne va pas lâcher, on va continuer de travailler. Bon, c'est frustrant parce que sur le contenu du match, on méritait peut-être mieux, au moins un nul. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis au moins ça fait une petite piqûre de rappel et puis on va se remettre dedans. Le Sénégal contre l'Algérie, un duel à distance également entre Aliou Cissé et Djamel Belmadi. Les deux derniers sélectionneurs vainqueurs de la CAN. L'avantage va au dernier cité qui prend toujours le dessus avec 3 succès. On a juste une série d'invincibilité contre elle, mais quand ça amène des titres et des trucs comme en 2019, on prend. Mais quand c'est anecdotique, c'est un match amical, c'est anecdotique. Et les 6 derniers matchs, on a gagné. Non, après, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de comparaison à faire. Ils font leur travail de leur côté, on fait notre travail. Aujourd'hui, on a gagné. Comme j'ai dit, c'est pas une fin en soi. On va essayer d'être performant sur les compétitions. La réalisation de Faré Chaibi à la 64e minute qui signe la victoire de l'Algérie met fin à une longue invincibilité du Sénégal à domicile. Les Lions n'avaient plus perdu à Dakar depuis 2012. Merci Mamadou, la prochaine sera peut-être la bonne, pourquoi pas. C'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite, je vous retrouve dans un instant avec Madame Hélène Tine. À tout de suite.